Péropsie qui vous empêche de maigrir, c'est le titre de votre livre, Roselyne Lévy-Basse, que vous avez coécrit avec le médecin Dr Serog, qui est aussi nutritionniste. C'est un livre qui fait du bien. Le lecteur se sent écouté, compris et aidé également. Alors, on apprend beaucoup de choses, par exemple que manger n'est pas un acte isolé, c'est un acte intime avec soi-même qui s'inscrit d'emblée dans la relation mère-enfant. Vous appelez ça le cycle du don. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le cycle du don, c'est donner, recevoir, rendre. C'est universel, ça existe dans toutes les relations humaines. Et d'ailleurs, ça s'inscrit d'emblée, ça s'installe d'emblée dans la relation mère-enfant, puisque on dit d'ailleurs que la mère donne la vie. La mère, elle donne la vie, elle donne du lait. Le bébé le reçoit en l'avalant et en retour, il manifeste son plaisir, son contentement par des sourires, des gazouillis. Et d'ailleurs, ça encourage la mère à continuer à donner à manger. Et c'est comme ça que s'installe le cycle du don. Et ce cycle du don, après, il va se retrouver partout dans les relations humaines, dans tous les rapports humains. Que ce soit dans les relations familiales, entre les parents, les enfants, mais aussi dans la sphère amicale, sociale, professionnelle. Alors, il faut que je dise que ce cycle, évidemment, en principe, il n'est pas conscient, le cycle du don, parce qu'on donne avec plaisir, sans arrière-pensée, sans se dire, tiens, je donne, je vais avoir un retour et une reconnaissance immédiate. Ça peut arriver aussi qu'on ait le sentiment que finalement, on passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, beaucoup de temps à se dévouer aux autres, qu'on devrait donner plus, mais que bon, on n'a pas envie, ou qu'on se le reproche, ou qu'on voudrait parfois d'ailleurs recevoir plus, mais qu'on n'ose pas demander, ou qu'on se sent injustement traité. Alors ce sont des sentiments naturels qui font partie de la vie. Mais quand ces sentiments s'installent durablement, et même très durablement, à ce moment-là, on dit que ce cycle du don est perturbé. Et ce qu'on a constaté avec le docteur Serog dans notre clinique, c'est que quand ce cycle du don est perturbé, cela provoque des troubles du comportement alimentaire. Finalement, c'est dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Oui, voilà. Où est-ce que vous en êtes dans la relation avec l'autre? Alors justement, pour mieux comprendre comment réagit le mental face à l'alimentation, on retrouve également dans votre livre beaucoup de témoignages où certains peuvent se reconnaître. Il y a le cas d'Hugo. Alors Hugo, il a essayé tous les régimes du monde et rien n'y fait. Vous appelez ça la valse du don ou la dette imaginaire. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Alors la dette imaginaire, finalement, c'est une situation où tout le monde est en dette. C'est-à-dire que les parents sont en dette d'avoir donné la vie à leurs enfants et à ce titre, ils pensent qu'ils doivent tout lui donner, tout ce qu'il y a de meilleur, les meilleures vacances, les meilleures études, les meilleures écoles. Mais l'enfant aussi se sent en dette parce qu'il a le sentiment qu'il doit rembourser à la hauteur de ce qu'il a reçu ses parents. Et c'est ce qu'on a appelé la valse du don parce que chacun donne toujours plus à l'autre et c'est sans fin. Alors, face à ces dons, l'enfant se sent redevable. Et j'ai entendu des enfants comme aussi des adultes dire mes parents m'ont donné la vie, donc je leur dois tout. Alors évidemment, cette dette, elle est imaginaire parce qu'on ne peut jamais rembourser sa dette de vie, ça, c'est pas possible. Mais parfois, le sentiment de culpabilité, de ne pas pouvoir rendre à la hauteur de ce qu'on a reçu est si fort qu'on est prêt à sacrifier son plaisir, son désir, et l'autre, à ce moment-là, prend tellement de place qu'on n'a plus de place pour soi-même. Et donc ça, c'est le cycle du don finalement qui est déséquilibré. Oui, absolument. Alors, comment Hugo peut se libérer de cette dette imaginaire? D'abord, reconnaître qu'effectivement, il ne peut pas rembourser ses parents, ou en partie. Et voilà, ça c'est déjà la première chose, et qu'il ne pourra jamais les rembourser, dans tous les cas, à la hauteur de ce qu'il a reçu. La deuxième chose qu'on peut lui conseiller, c'est d'aller parler avec sa famille d'origine et de parler de ce sentiment de redevabilité, de dialoguer avec eux pour expliquer ce qui se passe. Alors c'est vrai que c'est difficile. Vous perdez vos parents, vous ne pouvez pas justement dialoguer avec eux. Qu'est-ce que vous faites? Donc soit parce que c'est difficile, même si on a ses parents, soit parce que la famille n'est plus là. À ce moment-là, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller voir un thérapeute qui va aider à atténuer ce sentiment de culpabilité. Parce que l'idée, c'est pas de rompre avec sa famille. L'idée, c'est d'arriver à un équilibre de dons où chacun donne et reçoit en fonction de ses propres besoins. Alors, il y a un autre cas encore, c'est Justine, qui a 38 ans, qui a 3 enfants. Alors, elle s'épuise au travail, elle ne s'en sort plus du tout, elle grignote toute la journée, au travail, dans les couloirs, en marchant, etc. Vous appelez ça l'excès de dons? Alors, l'excès de dons, c'est quand la personne s'épuise à donner, mais qu'elle reçoit peu en retour de ce qu'elle donne. Et ça provoque un épuisement physique et psychique. Oui, d'ailleurs, elle a un burn-out dans le témoignage. Exactement, absolument. Oui. Parce qu'un burn-out, finalement, certains appellent ça la maladie du don. C'est-à-dire que souvent, c'est un truc qui trouve son origine dans l'enfance, d'ailleurs, parce que ce sont des enfants qui ont trop donné à leurs parents
sans mesure et sans reconnaissance de la part des parents. C'est ça, qui veulent toujours plaire, être le meilleur. Ouais. Et devenus adultes, ils vont continuer, ils vont donner trop à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, et dans le cadre professionnel, d'où le burn-out parfois. Et donc comment Justine peut s'en sortir et arrêter de grignoter? D'abord, il faudrait qu'elle puisse commencer à arrêter de vouloir être parfaite. La parfaite épouse, mère, collaboratrice, celle qui fait tout pour les autres. Ensuite, c'est un travail sur elle-même, qui est d'abord qu'elle accepte de faire des activités pour elle, sans se culpabiliser, et puis qu'elle puisse également demander de l'aide, c'est-à-dire demander de l'aide et accepter de la recevoir. Aussi bien dans la vie, sur un plan psychologique que sur un plan matériel. Que ça soit demander à ses enfants de les aider dans les tâches domestiques ou dans le cas du travail, demander de l'aide et accepter de le recevoir. Oui, ça me rappelle une phrase de Deepak Chopra qui disait justement que l'univers aimait cet équilibre entre donner autant que recevoir. Voilà. C'est très important. Il faut accepter d'être imparfait, d'être redevable donc. Alors ça pose toute cette question, jusqu'où on peut accepter d'être redevable à l'autre, parce que quand on est redevable à l'autre, on peut avoir le sentiment effectivement qu'on dépend de l'autre, que c'est l'autre qui a le pouvoir sur soi. Et tout l'équilibre, il se joue là-dedans. Passionnant. Malgré sa violence, je dois tout à ma mère, ça c'est le don de vie. Un autre, j'en ai assez de toujours donner à mes parents, je voudrais couper le cordon. Vous appelez ça devoir et faire plaisir, un conflit entre le dû et le don. Alors, est-ce que c'est pas le travail de toute une vie finalement de réapprendre à s'aimer? Parce que finalement, c'est ça la conclusion de votre livre. Alors, pour répondre à votre question, ce qu'on pourrait dire que ce qui compte, c'est d'être et d'avancer sur le bon chemin. Et ce qu'on a constaté avec Patrick Serroc, c'est que quand on comprenait ce qui se passait dans le cycle du don, à ce moment-là, on pouvait réapprendre à s'aimer parce qu'on pouvait être plus à l'écoute de soi. Justement, l'écoute de soi, l'écoute de son corps, ça va tout à fait dans ce sens-là. Et après, ça dépend de chacun et du chemin de chacun. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse comprendre qu'être à l'écoute de soi, en fait, c'est être plus attentif à l'autre. C'est-à-dire, c'est respecter l'autre, c'est ne pas vivre à la place de l'autre, et c'est faire la part de son désir et du désir de l'autre. Est-ce qu'avec le livre, je peux m'en sortir et changer mon rapport à l'alimentation, le transformer? Alors, je peux vous dire que les témoignages que j'ai entendus des lecteurs, les gens disent qu'en général, le fait d'avoir lu le livre, ça leur a permis de mettre des mots sur ce qui se passait, à la fois dans leur rapport avec autrui et du coup dans leur rapport avec l'alimentation. Et après, c'est plus facile de mettre en place des actes simples, des actes très concrets qui leur permettent à la fois d'arrêter de se culpabiliser et en même temps de s'occuper d'eux. Si vous, Roselyne Lévy-Basse, avec Patrick Serroc, faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir, c'est absolument passionnant. Cyril...